Donc on va proposer avec Guillaume une réflexion, une exploration, on va dire, bien sûr une exploration extrêmement difficile. Moi je suis plutôt habitué aux explorations polaires, qui sont beaucoup plus simples que celles qu'on entreprend en ce moment sur le fondement du management des connaissances. Et c'est une exploration qui est bien sûr partielle, qui n'est pas terminée, c'est une itération qu'on poursuit depuis plusieurs années, et c'est un travail un peu collectif. Donc là on vous propose une réflexion un peu à deux voix autour du fondement de la gestion des connaissances. Alors la première chose qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi une telle exploration? Deuxième chose qu'on pourrait se poser, et ça c'est le travail de Guillaume plus spécifiquement, c'est de faire un peu un portrait de la communauté GECSO. Là aussi, ça nous intéresse de faire le fondement du management des connaissances à partir d'une communauté active, qui est la communauté des chercheurs GECSO. Et puis, je proposerai une exploration plus épistémologique à partir de Piaget et de Lakatos, qui est une tentative aussi de discuter avec vous sur ces fondements. Alors, première question, pourquoi une telle exploration? Premièrement, parce que nous sommes sur un objet et un projet de recherche qui est complexe. Deuxièmement, parce qu'il y a une réelle expansion exponentielle des travaux. Et troisièmement, parce qu'il y a une demande sociale forte du point de vue du management des connaissances. Tout à l'heure, Jean-Louis nous disait qu'effectivement, les entreprises font beaucoup de choses et souvent les chercheurs sont un peu à la remorque de ce que font les entreprises en matière de management des connaissances. Alors, objet et projet complexe, pourquoi? Ça tient bien sûr à la nature de l'objet, le pilotage du couple connaissance-organisation, un couple un peu diabolique. Alors la connaissance, lorsqu'on rentre par la connaissance, on se rend compte que c'est un vaste domaine absolument incroyable. Richard Derry avait paluché l'ensemble des dictionnaires de la langue française et il avait trouvé 57 définitions avec des polarités tout à fait divergentes entre le processus, le résultat, la virtualité et la matérialité. La connaissance, on commence à savoir un peu mieux ce qu'est la connaissance et on se rend compte que c'est de moins en moins un stock d'informations et de plus en plus une activité cognitive, médiatisée, contextualisée, énactée, qui nous amène bien sûr dans le champ de la psychologie. Donc difficile aujourd'hui d'avancer sur la connaissance. La question que tu posais, comment se construit la connaissance, c'est la question de Piaget, sur laquelle il s'est posé toute sa vie. Donc effectivement, rentrer par Piaget, Vygotsky, alors tu parlais du langage, Vygotsky, pensée et langage, bien sûr, apport fondamental, et aussi Varela. Donc vraiment une obligation d'une indisciplinarité d'aller voir un petit peu effectivement qu'est-ce que disent les psychologues sur ces questions-là. On peut rentrer aussi par l'organisation, qui devient de moins en moins structure et qui devient de plus en plus organizing, action collective de s'organiser, structurée, structurante, Weick-Giddens. Donc du coup, là c'est intéressant parce que du coup à la fois l'organisation nous échappe dans sa dimension structurelle et nous renvoie sur des catégories cognitives. Et du coup, on peut peut-être opérer des relations entre connaissance et organisation via ce qu'on va appeler l'activité collective, une activité donc cognitive, collective. Et là, je renvoie à un bouquin de Lorino et de Tellier qui a donné lieu à un colloque à Cerisy il y a quelques années. Et puis aussi, effectivement, c'est un objet qui rencontre des disciplines en gestion, système d'information, GRH, stratégie. Donc déjà, c'est un peu compliqué, cette histoire-là, ou complexe. Et puis aussi, la psychologie, la sociologie, l'informatique, sciences cognitives. Donc du coup, effectivement, difficile de rentrer dans cette discipline sans se confronter à d'autres disciplines et d'aller travailler un peu sérieusement avec ces autres disciplines. Bien sûr, pour revenir chacun dans nos disciplines pour pouvoir avancer dans nos champs disciplinaires respectifs. Donc tout ça, ça fait que c'est complexe, c'est compliqué, le ticket d'entrée est lourd. Et en plus, la question du pilotage, qui est bien sûr centrale en management, apparaît un peu décalée. Puisqu'effectivement, on ne pilote pas les connaissances comme ça. Et donc, du coup, effectivement, alors Wenger parle de jardinier du savoir, donc une réflexion un peu sur comment peut-on piloter ces connaissances dans les organisations. Donc voilà, deuxième chose, une expansion exponentielle des travaux. Alors bon, Hatchwell-Léveil avait montré qu'effectivement, il y avait, depuis les années 90, des travaux sur l'apprentissage organisationnel et que progressivement, c'était le management des connaissances qui avait pris la place de l'apprentissage organisationnel. Donc, vous voyez, il y avait 160 articles par an dans les années 97. Aurélie du Désert avait fait un papier aussi qui montrait qu'il y avait 200 publications par an en 2000 à 700 en 2004. Donc, ça commençait à monter, le champ commençait à être un peu expansif. Et puis là, plus récemment, Guillaume a fait quelques travaux et on arrive à un chiffre assez intéressant. C'est 6000 articles par an aujourd'hui en management des connaissances.
Donc du coup, on est certainement sur le plan historique, sur l'histoire des sciences, peut-être c'est une question à se poser, c'est qu'effectivement, la rapidité de la construction de ce champ disciplinaire, en aussi peu de temps, est peut-être assez exceptionnelle dans l'histoire des sciences. Donc du coup, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, sans parler des revues, hein, aujourd'hui il y a 25 revues internationales qui n'existaient pas il y a 10 ans, enfin, voilà, tout ça fait qu'effectivement, il y a un besoin, il y a une urgence de travailler sur la structuration du champ, sur le fondement de la gestion des connaissances. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, d'avancer un petit peu. Et puis une forte demande sociale, je n'y reviens pas là-dessus, je ne reviens pas là-dessus. Voilà. Alors, je laisse la parole à Guillaume pour nous présenter un peu une réflexion de ce que tu as fait sur peut-être un portrait de cette communauté GEXO depuis les origines, depuis le colloque de Troyes. Ça marche? Ça fonctionne pas? Allô, allô? Oui, voilà, ok. J'ai pas la voix qui porte comme Pascal, hein, malgré le fait d'être malade. Je pense que sa voix est bien entendue, y compris pour les dernières personnes qui sont tout au fond. Donc bonjour à tous. Ce que je vais vous présenter, et puis on en avait discuté avec Pascal qui était passé il y a pas très longtemps à Montréal. On s'était dit que c'était intéressant de revenir sur un petit peu notre propre communauté francophone. Qu'est-ce qu'on est, comment est-ce qu'on a évolué, et puis ça s'inscrivait complètement en fait dans la dynamique, le thème du colloque. Donc comment se forment les connaissances et où nous conduisent-elles? Alors, regardons un petit peu d'où l'on vient pour être capable de voir où on va. D'autant plus que cette année c'est le septième colloque. Donc 7 ans. 7 ans, c'est l'âge de raison. C'est aussi l'âge où on se pose un certain nombre de questions sur notre avenir. Très rapidement, juste pour vous donner quelques données avant de commencer, sur les auteurs et puis sur les communications. Depuis 2008, on a 271 auteurs qui ont participé aux différents colloques, dont quand même un certain nombre, presque 80%, qui n'ont participé qu'avec une communication. Mais ça veut dire que le reste participe plusieurs fois. C'est normal d'avoir un noyau central quand on connaît la théorie des réseaux, un noyau central avec des personnes périphériques, c'est tout à fait logique. Par contre, et ça on va le voir juste après, on a quand même un tiers de ces personnes qui participent cette année, 2014, pour la première fois. Donc on espère vous revoir l'année prochaine. D'accord ? Pour les autres personnes, plus de la moitié des personnes qui ont déjà participé reparticipent cette année. Donc ça aussi, je pense que ça montre un petit peu le dynamisme de l'association. Et puis, on a 27 auteurs qui participent régulièrement. Concernant les communications maintenant, on commence à avoir un corpus qui est certain, avec plus de 200 communications depuis 2008. Dont 178 qui sont en français. Alors je les mets de côté, d'abord parce que je suis québécois et que la place du français au Québec est particulièrement importante. On est en lutte pour préserver notre francophilie. Deuxièmement, parce que dans la méthodologie que j'ai utilisée pour vous présenter tout à l'heure les résultats de ce que j'ai fait, j'avais besoin de travailler sur une langue. Je ne pouvais pas travailler sur 2 langues en même temps. Donc ce sera juste sur les 178 communications que mes travaux seront présentés. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a une évolution à travers le temps avec, on pourrait dire, 4 paliers. À chaque fois, on a une année un petit peu d'expansion et puis une année qui stabilise un petit peu, on pourrait presque dire. Donc on voit qu'il y a une forte augmentation entre 2008 et puis 2010, 2012 une petite augmentation et puis là cette année, alors là une explosion. On a cette année, en 2014, quasiment un tiers de toutes les communications qui sont présentées cette année. Depuis, c'est donc 70 communications sur 200, quelque chose comme ça. Ce qui est quand même assez important. En moyenne, une communication est présentée par 2 auteurs. D'accord. Et puis, 56% des communications, ça aussi c'est intéressant. Plus de la moitié des communications qui ont été présentées dans le GEXO ont fait l'objet d'une publication
relié à un numéro spécial qui était coordonné par le GECSO. Donc je pense que ça donne aussi une certaine image de la vitalité de l'association. Donc ici, je vous ai mis une diapositive avec juste quelques productions récentes là sur les années 2013-2014, des ouvrages, des revues qui ont été publiées justement au cours des 2 dernières années. Alors, concernant l'évolution maintenant, ici je vous ai mis un petit tableau pour vous montrer l'évolution des occurrences à travers le temps. Alors, on ne peut pas en dire grand-chose, c'est pour ça que je ne me suis pas du tout limité à cette méthodologie, mis à part que, c'est le terme connaissance qui arrive toujours en premier, donc ça c'est heureux. 2, chaque couleur représente la même thématique et on voit que les thématiques reviennent quand même souvent à travers le temps. Ça, c'est les 15 termes qui sont les plus utilisés dans chaque année. D'accord ? Donc, j'ai regardé l'évolution à travers le temps de ce qui était produit à partir des communications. Par exemple, en 2008, le premier terme, c'est connaissance, deuxième terme, projet, entreprise, etc. Là aussi, par rapport à ce que tu disais, Claude, tout à l'heure, on voit que la place de l'entreprise est très importante à chaque fois, mais par contre, la place de la société, qui est pourtant dans le nom de l'association et puis auquel beaucoup accordent beaucoup d'importance, y compris moi, à titre personnel et à titre de chercheur, l'aime moins. Mais ça fait partie d'un des axes qu'on cherche justement à privilégier. Alors pour essayer d'aller plus loin, j'ai fait 2 types d'analyses, une analyse de similitude et une forme de clusterisation, en utilisant une méthode type Alceste. Alors l'analyse de similitude, très rapidement, c'est basé sur la théorie des graphes et ça consiste à transformer un arbre maximum pour obtenir un arbre connexe et sans cycle. Donc là, je pense qu'il n'y a que Jean-Louis qui a suivi. Grosso modo, ce que ça veut dire, c'est tout simplement quand on a des mots qui sont connectés. Donc là, le petit carré qui est ici, A, B, C, D, c'est des mots. Donc quand ils sont dans une phrase, ils sont connectés. Ce qu'on va chercher à faire, c'est transformer en un chemin et un seul chemin qui va relier un mot à un autre. Donc de façon à ce qu'entre 2 mots à l'intérieur de toutes les communications, on ait toujours un et un seul chemin qui soit disponible. Et ce sera celui qui sera le plus significatif. D'accord, c'est celui-là. Étant donné le manque de temps, je vous passe sur l'explication de comment est-ce que ça se construit, parce que ça prendrait trop de temps. Mais voici ce que ça permet de faire. Ouais, c'est ça. Alors, Pascal dit c'est joli. Moi, je dirais c'est une belle pizza. D'accord. C'est ça. Ouais. Au Québec, on appelle ça une pizza toute garnie. Hein, grosso modo, en fait, très rapidement, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là, ce serait beaucoup trop long et puis ce serait plus le sujet d'un papier. Mais ça, c'est l'analyse de similitude pour l'année 2014, puisque Claude m'avait envoyé les papiers avec un petit peu d'avance. J'ai eu le privilège de pouvoir les travailler. Chaque couleur représente une thématique forte, d'accord. Et puis ensuite, on a les connexions qui représentent donc ces proximités. Donc ça, je l'ai fait pour 2014, mais je l'ai réalisé sur l'ensemble des années qui précèdent pour voir l'évolution. C'était l'idée qui était derrière. Beaucoup trop de travail pour tout vous présenter, juste pour vous montrer en fait. Sur un thème, je me suis dit, tiens, prenons l'idée du projet pour regarder en fait quelle est son évolution à travers le temps. Et puis on voit que le projet en 2008, alors que le projet était relié aux connaissances par les organisations, c'est-à-dire que c'était un lien qui était indirect. Il y avait la connaissance, il y avait l'organisation, et puis ensuite on s'en allait vers le projet. Et donc finalement, c'était quelque chose qui était plus relié à notre façon de s'organiser. À travers le temps, le projet s'est directement relié aux connaissances, c'est-à-dire devient un objet dans lequel les connaissances se forgent et deviennent plus importantes.
vous avez entre parenthèses le nombre d'occurrences qui est également présent. Et puis si on regarde plus spécifiquement à l'intérieur du graphique, on voit que, alors qu'en 2008 on a une approche peut-être un petit peu plus fonctionnaliste du projet, donc un petit peu sur la façon dont ça fonctionne, la façon dont il est organisé, ces différents éléments en fait qui se rapprochent plus des sciences de la gestion, la façon dont c'est abordé le projet en sciences de gestion assez souvent, on s'en va vers une approche plus que je qualifierais de plus dynamique du projet, dans lequel celui-ci est directement centré sur la manière dont les connaissances se forgent à l'intérieur. D'accord ? Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, une catégorisation des différents colloques. Alors là, c'est à partir d'une méthode Alceste que certains, la plupart peut-être connaissent, mais très rapidement, il s'agit donc à partir toujours de l'ensemble du corpus des communications qui sont en français, d'essayer de déterminer une forme de clusterisation, de catégorisation. On voit qu'il y a un certain nombre de thématiques qui ressortent d'année en année, mais avec quand même certaines différences. D'accord ? Donc évidemment, sur mon écran, c'est trop petit, mais les thèmes de gestion des connaissances, alors d'approche japonaise d'une année sur l'autre sont plus ou moins importantes, de knowing dont Pascal va parler dans un instant ressortent aussi selon les années. Et pour illustrer ça de façon un petit peu peut-être plus spécifique, encore une fois sur l'année 2014, en faisant une analyse factorielle composée, donc pour représenter ça sous forme graphique, on voit qu'il y a 4 thématiques cette année qui ressortent de façon assez forte. Donc une thématique qui porte vraiment sur la gestion des connaissances, et puis j'aurais tendance à dire peut-être même plus avec une approche japonisante, enfin japonaise de la gestion des connaissances. C'est la partie, le cluster qui est en rouge. Une approche un petit peu knowing, donc en vert, qui va porter sur les connaissances en formation et les pratiques autour de celles-ci. En bleu, on a les pratiques innovantes, ce qui n'est pas un hasard, puisque finalement, cette année, on a une thématique spécifique, donc la thématique de Pierre Barbarou autour de ces questions-là. Et puis en bleu, en violet, excusez-moi, un petit peu séparé de ces 3 autres, donc plus loin, puisque géographiquement, le fait d'être plus éloigné veut dire que au niveau sémantique, on se retrouve plus loin. On a les méthodes de management traditionnelles et la réalité des entreprises. Donc, si vous regardez les mots qui sont attachés à ça, on voit qu'effectivement, il y a une espèce de séparation qu'on retrouvait déjà en fait l'année dernière, et puis qui apparaît de plus en plus clairement à travers les années, entre d'un côté ce qui favorise la gestion des connaissances et de l'autre côté la réalité des entreprises qui tend trop souvent à s'opposer à ça. Ok, merci Guillaume. Alors deuxième voie et troisième élément comment ça marche là, comme ça. Donc une exploration sur le plan épistémologie génétique et sur le centre de programme de recherche de la CATOS sur la gestion des connaissances en partant de la communauté GEXO. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un premier travail que Claude d'ailleurs avait entrepris il y a 3-4 ans. Et puis par itération successive, eh bien chacun reprend un petit peu le flambeau et on essaye d'apporter un petit peu notre touche un peu spécifique à ces questions-là. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui, suite au workshop qu'on nous a fait à Montréal avec nos collègues québécois. Alors, la première chose que je veux dire, c'est qu'effectivement, j'essaie d'articuler Piaget et la CATOS avec cette idée, effectivement, de travailler vraiment sur justement la fabrique de la construction des connaissances, la construction des connaissances scientifiques, et avec l'idée qu'effectivement, il y a une norme on s'intéresse à la pratique, mais aussi aux normes, et cette norme, ce serait plutôt chez la CATOS. Alors, effectivement, je renvoie à Piaget. Donc ça, oulala, mais non, il y a un petit problème là. Bon, là, il y a un petit problème de papier là. Ça fait rien. Bon, donc la question que pose Piaget, c'est quoi ? C'est déterminer comment s'accroissent les connaissances, implique que l'on considère par méthode toute connaissance selon de son développement dans le temps, c'est-à-dire comme un processus continu dont ne sera jamais atteint ni le commencement premier ni la fin. Donc c'est ça l'idée fondamentale de cette méthode, et qui s'affranchit en fait de toute épistémologie, puisqu'on va aller sur la pratique du chercheur lorsqu'il fabrique sa connaissance. Deuxième perspective, donc du coup, c'est la CATOS. C'est l'idée de dire
qu'effectivement, on sait qu'il y a un corpus théorique, il y a un noyau dur qui n'est jamais testé, il y a une ceinture de protection qui est soumise au test, mais surtout ce qui est important par rapport à ma préoccupation ici, c'est de dire qu'on va juger d'un programme de recherche par sa permanence, par sa capacité à générer de nouvelles recherches et à répondre aux questions de la discipline. Donc c'est ça qui va m'intéresser ici. Alors, du coup, je propose un aspect morphogénétique des programmes de recherche en management des connaissances et qui va s'illustrer autour de 3 grands programmes de recherche qui sont constitutifs de la communauté GEXO, mais aussi, de manière un peu plus itérative, beaucoup plus large. Mais c'était un point de départ. Alors, ces 3 programmes de recherche, premier programme, c'est que j'ai intitulé « Des organisations à risque à la modélisation des connaissances dans les organisations », et qui va se préoccuper en fait d'une notion importante qui est la question de la fiabilité organisationnelle. Deuxième programme de recherche, peut-être plus classique, de l'économie de la connaissance au pilotage des organisations intensives de connaissances. Et là, ce qui va être en jeu, l'objectif ultime, c'est la question de l'innovation organisationnelle. Et puis un troisième programme de recherche qui va être le passage du knowledge ou knowing ou de l'articulation entre le knowledge et le knowing, et qui va être un programme à la fois qui va s'intéresser à l'épistémologie, mais aussi aux pratiques de management des connaissances des entreprises. Et l'idée, c'est que peut-être que c'est une première manière de structurer le champ, en tout cas qui fait sens pour notre communauté, et après à débattre entre nous, bien sûr, sur la pertinence de cette modélisation. Alors, des organisations à risque à la modélisation des connaissances. Alors là, du coup, c'est autour des travaux de Jean-Louis. Donc, c'est intéressant aussi qu'on ait des acteurs incarnés de ces connaissances. Ils sont pas là comme ça. Et donc, du coup, effectivement, dans la trajectoire de Jean-Louis, on a effectivement ça. On a des travaux de Jean-Louis depuis les années 90 avec l'origine dont tu as rappelé, c'est le CEA. Qu'est-ce que c'est le CEA ? C'est une organisation à risque et qui se pose la question de la formalisation du retour d'expérience. Et là aussi, c'est très important. On sait qu'aucune organisation à risque ne peut fonctionner sans cette connaissance particulière, qui est une connaissance éprouvée et qui fait une boucle dans l'organisation. Et donc Jean-Louis va construire une méthode formelle de modélisation des connaissances à forte capacité intégrative sur le plan théorique. Donc du coup, il va articuler ce modèle-là avec le triangle sémiotique et aussi la théorie de Lemoine du système général, ainsi que le modèle Seki de Nonaka Takashi. Voilà. Et suite à ça, il va développer des modèles masque 1, masque 2, 3, 4, jusqu'à aujourd'hui, le modèle masque 4 qui va s'intéresser au patrimoine des connaissances comme support à l'innovation. Donc voilà, nous avons un premier programme de recherche dans son aspect génétique, qui a une certaine définition de la connaissance. Je vais pas aller plus loin, je dirais simplement la connaissance, c'est un message à transmettre. C'est un peu ça l'idée, qui va aboutir même à une théorie mathématique de la connaissance, et avec des racines qui sont assez profondes, qui vont aller très très loin. Pour moi, c'est Sun Tzu, c'est Jomini, les ouvrages de stratégie militaire qui sont construits avec comme seul apport les retours d'expérience, sur tous les travaux sur les organisations à risque dans les secteurs aéronautique, spatial, chimie, nucléaire, services de secours, et aussi tout ce qui est les travaux de la théorie de la fiabilité organisationnelle. Donc là-dessus, voilà. Deuxième type de programme, c'est le programme... J'ai le temps ? Bon. C'est le programme de l'économie de la connaissance au pilotage des organisations fondées sur la connaissance. Et là, peut-être l'ouvrage un petit peu moteur à l'origine de ce programme, c'est le travail de Forêt 2004, The Economic of Knowledge. Et ce programme, il va se structurer de la manière suivante. C'est une nouvelle configuration de l'économie capitaliste qui met au cœur du fondement de la valeur d'entreprise un objet curieux qu'on appelle la connaissance et qui va obliger les chercheurs à avoir une nouvelle grille de lecture, de compréhension de ce qui fonde la valeur dans les entreprises et aussi aux entreprises d'avoir de nouvelles règles du jeu managérial. Donc ça, je dirais c'est Forêt dans cette nouvelle grille de lecture. Et à partir de là, il va y avoir trois branches qui vont émerger. La première branche, c'est Nonaka Takashi avec le modèle japonais. Donc il y a un papier là-dessus d'ailleurs dans un atelier cet après-midi. Deuxième branche, ça va être le pilotage des comités de savoir avec les travaux d'Amin Kohende 2003. Et puis troisième branche, c'est les travaux d'Atchuel et Veil sur tout ce qui est l'expansion des connaissances avec le modèle CK, avec l'organisation et la conception. Alors, bien sûr, c'est pas exhaustif, c'est en tout cas ce qui structure en ce moment notre communauté et sur lequel j'aimerais travailler sur l'aspect morphogénétique. Alors, cette dynamique des flux de connaissances créatrices d'entreprises japonaises, que nous connaissons tous, alors ça démarre avec Nonaka 94 et puis Nonaka 2008.
Simplement, ce qui me semble important de préciser, et c'est très en phase avec le papier d'ailleurs qui va être proposé cet après-midi, c'est qu'effectivement, il s'agit bien de rendre compte comment les entreprises japonaises font pour développer d'une manière permanente de nouveaux produits, et donc de produire une théorie de la connaissance qui est capable de rendre compte de la capacité de certaines entreprises japonaises à continuellement innover. Et ce qui est intéressant, c'est l'interaction entre cette culture japonaise, qui pour des raisons historiques a une pratique en matière de management des connaissances, et aussi ce que fabriquent ces entreprises japonaises à un moment donné dans le développement de ces économies capitalistes comme dynamique de la création de connaissances des entreprises. Et donc du coup, il y a trois éléments qui sont importants. C'est la construire une grammaire des interactions entre les connaissances tacites et explicites pour rendre compte de la dynamique de ces connaissances. C'est à la fois aussi identifier la fiche japonaise avec le bas qui sous-tend cette dynamique des interactions entre les connaissances tacites et explicites. Et puis, troisième élément, c'est l'articulation plus récente, les travaux de Nonaka, avec la stratégie, la combinaison avec les travaux de Tiss, etc. Donc voilà un peu comment on pourrait rendre compte de ce programme. Deuxième programme, l'entreprise comme une communauté de savoir et de créativité. Donc là, le bouquin emblématique, c'est Architecture of Knowledge de Amine Coende. J'étais intéressé, Patrick me racontait l'histoire du bouquin, qui est assez intéressante d'ailleurs. Bon, ben, c'est une petite histoire de l'histoire des sciences. Et alors l'idée, c'est quoi? C'est un programme, bien sûr, qui démarre avec Amine Coende, qui a bien sûr été développé au bêta. On a plein de collègues du bêta ici aujourd'hui. Et l'idée, c'est de dire, ben voilà, ni le marché ni l'entreprise, comme forme de coordination, ne peuvent satisfaire les besoins imposés par l'économie de la connaissance en matière de génération des connaissances dans les organisations. Donc c'est un parti pris extrêmement lourd. Du coup, il faut s'intéresser aux structures sociales qui permettent le management des connaissances de l'organisation, qui sont les comités de savoir. Donc il va falloir à la fois comprendre qu'est-ce que c'est ces structures sociales qui ont une caractéristique informelle et auto-organisée, et comment on va pouvoir articuler ces communautés avec la stratégie et l'entreprise. Voilà. Donc voilà, deuxième programme de recherche, avec un cas emblématique qui est Ubisoft, qui est vraiment exemplaire là-dessus. Troisième programme, alors dans cette perspective-là, je vais un peu trop vite, la connaissance, je ne vais pas le développer, mais la connaissance n'est pas un message comme dans le monde de Jean-Louis Hermine, que l'on transmet via le triangle sémiotique. La connaissance, c'est plutôt une pratique. Et on est plutôt la connaissance comme une activité cognitive, médiatisée, contextualisée, même incarnée. Donc c'est une autre conception de la connaissance, c'est une autre perspective épistémologique, théorique, qui est proposée ici. Et puis troisième programme, le programme l'organisation orientée conception, avec la question de l'expansion des connaissances avec le modèle CK. Donc là, il y a un papier de Armand Hatchwell et de Benoît Veil en 2002 qui est tout à fait exemplaire et vraiment qui positionne bien leur perspective. L'idée fondamentale, c'est qu'effectivement, cette nouvelle forme d'économie capitaliste met les entreprises dans une crise de l'apprentissage collectif, une crise sans précédent de l'apprentissage collectif, et donc on va se poser des questions particulières par rapport à cette question de crise de l'apprentissage collectif qu'il va falloir résoudre. Et donc ils ont investi d'une manière longitudinale une entreprise qui génère d'une manière permanente des innovations, et puis ils vont essayer, à partir de cette investigation très ethnographique et très concomitante à l'entreprise, de formaliser avec des outils mathématiques les modalités d'expansion des connaissances qui vont permettre de générer des innovations. Donc c'est le modèle CK qui se propose d'articuler deux espaces qui sont disjoints a priori, l'espace des concepts et l'espace des connaissances. Et là, c'est pas Ubisoft qui est le cas emblématique sur lequel on va travailler, c'est plutôt Tefal, le groupe SEB, etc. Voilà. Troisième programme de recherche, dans cette morphogénèse du fondement des gestions des connaissances, c'est le passage du knowledge et knowing. Le bouquin peut-être le plus illustratif, c'est le bouquin Rethinking Knowledge Management, paru chez Springer. Alors, c'est quoi? L'idée, c'est que on est à un point de basculement paradigmatique sur ce qu'est la connaissance, et que l'idée, c'est de passer du knowledge au knowing. Et l'idée, c'est effectivement de dire si la connaissance n'est plus appréhendée comme un objet, mais plutôt comme un processus cognitif ou une activité cognitive, quelles sont les conséquences en matière de management des connaissances? C'est ça le programme de programme de recherche. Et ces conséquences, bien sûr, elles sont d'abord épistémologiques.
elles sont très lourdes, et elles sont aussi pratiques. Hein. Et donc du coup, à quelles conditions effectivement ce passage du knowledge au knowing eh bien, a des conséquences sur les pratiques dans les entreprises. Alors là, en matière de littérature, sur le plan épistémologie, les racines, c'est James, c'est le pragmatisme américain avec cette distinction entre knowledge about et knowledge by acquaintance. Hein. C'est bien sûr Polanyi, avec la notion de tacit knowing ou the tacit dimension. C'est aussi bien sûr l'ouvrage, le papier de Cook et Brown dans Organization Science, hein, sur la danse générative entre les connaissances organisationnelles et le knowing organisationnel. Hein. Avec l'idée d'établir une distinction entre ce qu'on peut appeler une épistémologie de la possession qui renvoie au knowledge et une épistémologie de la pratique qui renvoie au knowing et de voir comment on peut les articuler, hein, ces deux espaces. Et puis je renvoie aussi, il y a un papier de Soukas qui est aussi très important là-dessus, et aussi le chapitre de Amin Coende que je trouve vraiment exceptionnel, Practice of Knowing, dans le bouquin de 2003. Hein. Et puis il y a une partie pratique dans ce programme de recherche. Hein. Il y a une dualité dans ce programme, à partir du papier de Hansen, Noria et Ternay, 99, que tout le monde connaît, Harvard Business Review, etc., et qui essaye de proposer qu'il y a effectivement une opposition entre deux manières de gérer la connaissance d'entreprise, à la fois la codification et la socialisation, Hansen proposant même déjà une première partition sur le plan des activités, des secteurs d'activité par rapport à ces possibilités d'articulation et en montrant qu'effectivement les entreprises privilégient plutôt l'une que l'autre. Et puis je renvoie à un papier d'Abakar Mbengue, en 2014, dans un numéro spécial de la revue Management à venir, qui a fait un état de la littérature depuis le papier de Hansen Noria. Et là aussi, on voit qu'il y a tout un courant de recherche qui, à partir de ces travaux fondateurs, ont essayé de travailler dans ce sens-là. Donc, je me proposerai, pour terminer, je suis à peu près dans les clous, hein, parfait. En termes de conclusion de discussion, ben vraiment c'est une discussion et là c'est pas un mot. Hein, nous on est dans l'activité cognitive. Hein, on n'est pas voilà. Donc du coup l'idée c'est qu'on pourrait c'est une première structuration du champ à partir de la communauté GEXO. Bon c'est pas exhaustif bien évidemment. C'est une première structuration du champ. Donc du coup qui pourrait se formaliser de la manière suivante. On a effectivement un premier bloc de programmes de recherche, des organisations à risque à la modélisation des connaissances dans les organisations. Un deuxième programme qui serait donc de l'économie de la connaissance au pilotage des organisations fondées sur la connaissance, avec 3 branches. Non, alors après, tant pis. Troisième programme, le passage du knowledge et au knowing. Et peut-être que ce programme est peut-être entre les deux, parce qu'en fait, on va voir que ces différents programmes de recherche, eh bien, ils vont puiser dans ce programme de recherche pour réfléchir et avancer et pour se développer. Et qu'effectivement, dans le programme numéro 3, le programme du bas, on a trois branches hein, que j'ai énoncées tout à l'heure. Voilà, tu fais ce que... Merci. Les flux de connaissances d'entreprise japonaise, l'entreprise communauté de savoir, l'organisation orientée conception, modèle CK. Hein, voilà comment. Et puis, effectivement, 2 branches dans le modèle, dans le 3e programme de recherche du knowledge et knowing. Une partie qui serait épistémologie, une partie qui serait pratique de KM. Voilà. Alors c'est une première manière de structurer le champ, et ce tableau est un peu déséquilibré hein, en l'état de la réflexion, et du coup j'ai eu des remarques. Et donc, par contre j'ai eu des remarques très positives sur un autre tableau donc, que je vous propose, voilà, et c'est là-dessus que je vais conclure ma présentation. Merci Guillaume aussi. Voilà. Merci.